Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Résolution de la crise libyenne. Le président français Emmanuel Macron a rencontré lundi 9 mars le général libyen Khalifa Haftar à l'Elysée. Ce dernier s'engage à signer un cessez-le-feu à condition que son adversaire du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU s'y engage également. Le Parlement tunisien refuse l'adoption de la loi d'adhésion à la ZLECAf, décision loin de faire l'unanimité dans le pays. Pour rappel, la ZLECAf, c'est un marché d'1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars. Et puis, relance du secteur de l'anacarde au Togo. Les réformes mises en place par les autorités portent des fruits. La campagne agricole 2020 devrait mettre en vente 25 000 tonnes de noix de cajou brutes. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo vient de confirmer son premier cas de coronavirus. Il s'agit du 11e pays africain à enregistrer des cas de Covid-19. Le patient, un Congolais de 52 ans, résident en France, entré dans le pays dimanche 8 mars. Il présentait des symptômes à son arrivée et a immédiatement été isolé grâce à des analyses cliniques. Il est actuellement soigné dans un ancien centre Ebola à l'est de Kinshasa, réaménagé pour traiter le Covid-19. Le ministère de la Santé tente maintenant de retrouver tous ceux avec qui il a voyagé afin de les mettre en quarantaine dans le but d'arrêter la propagation du virus. Khalifa Haftar, commandant militaire de l'Est de la Libye, a déclaré au président français Emmanuel Macron qu'il était disposé à signer un cessez-le-feu et s'y tenir si les milices soutenant le gouvernement de son rival Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, s'y engageaient et le respectaient également. Les deux protagonistes se sont rencontrés ce lundi 9 mars à Paris. Une énième tentative pour mettre un terme à la crise libyenne a-t-elle des chances d'aboutir? Cette fois-ci, les analystes se disent sceptiques. Siam le Victor Assedji. Ce lundi 9 mars à Paris, le maréchal Khalifa Haftar s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'armée nationale libyenne a déclaré qu'il était prêt à signer le document du cessez-le-feu en Libye. Mais à condition que les milices de Tripoli, fidèles au gouvernement national d'union de Fayez el-Sarraj, le respectent également. Probablement, c'est la France qui a tenu à ce que cette réunion se tienne à Paris et à ce qu'elle soit rendue publique. Le maréchal Haftar a beaucoup de conditions d'appréhension par rapport à un cessez-le-feu. Il est très probable que cette déclaration en reste là et ne soit pas suivie d'effets sur le terrain. Après avoir accepté de faire une trêve le 11 janvier 2020, les deux camps rivaux ont contre toute attente très vite rompu leurs engagements. À ce jour, ils se parlent par personne interposée et s'accusent mutuellement d'organiser clandestinement l'envoi d'armes et de mercenaires sur le territoire libyen. Le dossier libyen échappe en grande partie aux parties libyennes. Il s'agit bien évidemment d'un dossier où les intérêts ou les calculs des puissances impliquées dans ce dossier ont une grande importance. Selon des sources officielles, le ministre de l'Intérieur du camp rival, le GNA, Fatih Bachaga, devrait lui aussi être accueilli en France le 17 mars, alors que plusieurs pays africains continuent de décrier des ingérences extérieures multiples néfastes au règlement du conflit. Le Parlement tunisien n'a pas adopté le projet de loi relatif à l'accord fondateur d'intégration de la Tunisie dans la zone de libre-échange africaine. La Tunisie a signé l'accord relatif à la ZLECAf le 21 mars 2018, mais l'achèvement de l'adhésion nécessitait son adoption par le Parlement. Une décision regrettable selon les experts. L'économie tunisienne dépend du marché européen à 84% de ses échanges. Philomentine. La Tunisie n'a pas encore acté son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'Assemblée des représentants du peuple de Tunisie, le Parlement du pays, a opposé un refus faute de quorum face à l'adoption d'un projet de loi organique nécessaire pour parachever les procédures d'adhésion de la Tunisie à la ZLECAf. Paradoxalement, tous les partis tunisiens ont exprimé leur désir pour
aller vers le marché africain. Je ne le pense pas que c'est une attitude de manque de respect ou manque d'engagement envers l'Afrique. La loi sera remise sur la table au Parlement pour la ratifier. Le rejet de cette loi par la Tunisie a été fortement condamné dans la mesure où il pénaliserait la balance économique et les exportations des entreprises tunisiennes, selon certains spécialistes. La loi devrait favoriser l'entrée de devises, développer la production, créer la richesse et contribuer à réduire le taux de chômage. En outre, ils estiment que l'économie du pays dépend du marché européen à 84% de ses échanges. C'est pas de l'intérêt de la Tunisie déjà d'entraver cet espace de libre-échange qui va permettre à la Tunisie d'améliorer son état économique qui est en difficulté à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui ne désire pas intégrer cet espace qui est prometteur. La ZLECAf ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes pour un produit intérieur brut cumulé de plus de 2500 milliards de dollars si les 55 pays membres de l'Union africaine signent le document. Il espère augmenter au minimum de 52,3% le commerce intra-africain selon la Commission économique pour l'Afrique. Au Togo, le secteur de l'anacarde renoue avec les chiffres positifs ces dernières années. Une nouvelle dynamique enclenchée grâce aux multiples réformes mises en place par les autorités. La campagne agricole 2020 devrait mettre en vente 25 000 tonnes de noix de cajou brutes avec une part considérable prévue pour la transformation. Les précisions d'Amenedji. Le volume de noix de cajou brut mis sur le marché au titre de la 4e édition de la campagne 2020 lancée au Togo est connu. 25 000 tonnes seront commercialisées au prix borchant de 325 francs CFA le kilogramme selon le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le Conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo, CIFAT. 46 acheteurs grossistes ont été enregistrés, 178 sous-acheteurs et 20 exportateurs officiellement reconnus pour exercer en toute légalité. Ces dernières années, la production de l'anacarde a augmenté, de même que les exportations vers les pays de l'Union européenne et les pays asiatiques. Cette augmentation de la production est due au fait que la population agricole a de plus en plus d'intérêt à produire ce bien. Ils ont de plus en plus d'engouement, dû au fait que les prix sur le marché international sont devenus plus reluisants. Il faut aussi noter la politique de l'État à promouvoir le secteur. Avoir l'évolution notée de 22 000 à 25 000 tonnes sur la campagne 2019-2020, soit une croissance d'environ 14% enregistrée, la filière anacarde se porte bien au Togo. 7 000 tonnes sont prévues pour les activités de transformation et les 18 000 tonnes seront achetées et destinées à l'exportation. Par ailleurs, il faut noter que le secteur de l'anacarde fait face à un défi, celui de l'insertion dans une chaîne de valeur régionale et profiter des économies d'échelle qui peuvent se dégager afin de permettre aux producteurs d'augmenter leur productivité, leur surface emblavée et ensuite permettre à ce qu'on crée des chaînes de valeur industrielle pour créer plus d'emplois. Au Togo, les exportations de 15 000 tonnes de produits d'anacarde ont rapporté 7 milliards de francs CFA en 2018, représentant une croissance annuelle de 180% par rapport à 2017, où les exports sur cette filière avaient généré 2,5 milliards de francs CFA. La Banque européenne d'investissement va contribuer à hauteur de 43 milliards de francs CFA au financement du renouvellement de la ligne ferroviaire Bélabo-Ngaoundéré au nord du Cameroun. Somme qui servira précisément à financer les études détaillées et les travaux à proprement dit. Les précisions de Nelly Bessa. La mobilisation financière en faveur de la ligne ferroviaire Bélabo-Ngaoundéré se poursuit. 43 milliards de francs CFA ont été alloués pour le projet de réhabilitation de ce tronçon ferroviaire. Longue de 330 km, le projet de réhabilitation de cette voie ferrée a déjà mobilisé 58,44 milliards de francs CFA sur les 100,84 milliards nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. Les fonds levés sont issus respectivement de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne, un geste porté en vue de l'aide publique au développement dont la convention de financement a été signée le 21 février 2019. Pour la mobilisation des fonds complémentaires nécessaires à la réalisation de ce projet d'importance, l'hypothèse la plus envisageable est que le Cameroun passe par des accords bilatéraux. C'est d'ailleurs l'objet des négociations qui ont actuellement cours entre le gouvernement, notamment les responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
d'une part et l'Agence française de développement d'autre part. Nous pensons qu'un tel accord peut être trouvé dans le but de mobiliser les fonds complémentaires à la réalisation de ce projet. Le renouvellement de la voie ferrée entre Belabo et Ngaoundéré contribuera à l'augmentation du trafic de passagers à travers la facilitation des conditions de mobilité. Ces travaux permettront également l'amélioration de la sécurité des transports et l'accroissement des échanges entre ces deux localités du Cameroun. La réalisation de ce projet est essentielle pour la facilitation du commerce partant ou allant dans le Grand Nord. De plus, il va permettre de répondre à l'augmentation du trafic des passagers, de faire des économies sur la durée et les frais d'exploitation ou encore de renforcer la sécurité du transport au Cameroun et dans cette partie du pays. Précisons que la rénovation de l'axe Belabo-Ngaoundéré fait partie d'un vaste programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires lancé par le gouvernement camerounais. Ces travaux concernent également le tronçon Douala-Yaoundé long de 230 km. L'État du Sénégal, quant à lui, va bénéficier de l'accompagnement de la Banque mondiale dans son projet visant à améliorer la gouvernance locale et la gestion des déchets. À cet effet, l'institution financière compte débloquer 125 millions de dollars en faveur du Promoged. Plus de 6 millions de Sénégalais devraient bénéficier de ce projet qui permettrait également de former 5000 personnes dans les secteurs concernés. Siamlo Victoria Sedji. Ces défis sont parmi les plus prioritaires que le Sénégal doit relever. L'amélioration de la gouvernance locale et la gestion des déchets. Pour accompagner les autorités, la Banque mondiale a annoncé 125 millions de dollars de financement, lequel s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat pays pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024. On parle beaucoup de gouvernance locale, mais ce n'est pas des choses qu'on applique tout le temps. Aujourd'hui, par rapport à la gouvernance locale, par rapport à la gestion des déchets, les maires ne savent rien de comment on gère les déchets aujourd'hui. Ils sont obligés de travailler avec des experts et souvent ils n'ont pas les moyens pour payer des experts là ou bien ils n'ont pas les moyens pour avoir des plans de gestion des déchets. À travers l'acte 3 de la décentralisation établi depuis mars 2013, l'exécutif sénégalais s'est engagé à renforcer la gouvernance locale. L'objectif est d'organiser le pays en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. À cet effet, une multitude d'initiatives ont été mises en œuvre à l'instar du projet Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged. Depuis l'acte 3 de la décentralisation, donc c'est devenu des compétences transférées. Donc c'est les communes qui ont la responsabilité de gérer leurs déchets. Mais il faut reconnaître aussi que quand le gouvernement a transféré ce problème-là aux communes, il n'aura pas transféré un problème où il faut réfléchir, trouver des solutions et tout ça, mais il leur a transféré quelque chose qui est déjà problématique. Les communes n'étaient pas préparées à tout ça. La majeure partie des communes du Sénégal n'ont même pas de plan de gestion des déchets. 5000 personnes seront formées à la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides grâce à ce financement. La question de la gestion d'ordures se pose avec acuité dans la plupart des villes et communes d'Afrique. Selon la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, les villes produisent en moyenne 300 000 tonnes de déchets par an. Seuls 40 à 60% sont collectés. Le coronavirus continue de faire des vagues et aucun secteur n'est épargné. La récente décision de l'Arabie Saoudite d'augmenter à plus de 10 millions de barils par jour sa production pétrolière et de casser les prix de vente de son brut pour le programme de chargement d'avril a affolé les marchés boursiers. En l'absence d'accord entre les autorités russes et saoudiennes, de lourdes conséquences sont à prévoir pour les pays producteurs les plus dépendants de l'or noir en Afrique, comme c'est le cas du Congo, de l'Angola ou encore du Nigeria. Aïssatou Barry nous en dit plus. Les prix du pétrole se sont effondrés de plus de 30% en tombant sous la barre des $30 sur le marché asiatique. Une situation occasionnée suite à la décision de l'Arabie Saoudite d'augmenter à plus de 10 millions de barils par jour sa production pétrolière. Une décision non sans conséquences pour les principales places boursières africaines. Lundi 9 mars 2020, les bourses de Casablanca, Nairobi et Johannesburg étaient en baisse respectivement de 5,54%, 5,9% et 6,08%. Les pays africains auraient dû y penser directement aux sorties du récent choc de baisse des prix des matières premières. Le FMI a dû intervenir
pour soutenir les balances des paiements et finalement maintenir la capacité de ces pays à honorer leurs engagements en termes de remboursement des dettes. Le Nigerian All Share Index était en baisse de 2,38%, soit son repli le plus important depuis le 13 février 2018, tandis que le GX30, qui regroupe les 30 plus importantes valeurs boursières en Égypte, était en contraction de 7,8%, soit sa plus mauvaise performance journalière depuis le 25 novembre 2012. Donc il faudra que les gouvernements africains jouent à un très important jeu d'adresse. Les revenus globaux du continent vont extrêmement baisser. Cela va aussi entraîner comme conséquence une baisse des investisseurs étrangers et on sera parti pour un petit cycle de crise qui risque d'aggraver les tensions sociales. À l'absence d'accord et face à la position ferme de la Russie, les pays membres de l'OPEP, dont ceux du continent africain comme le Congo, le Nigeria ou encore l'Angola, se retrouvent engagés dans une guerre des prix vertigineux dont seuls les plus solides s'en sortiront. Dans ce contexte, l'Afrique risque de subir les conséquences. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.